Le matin était ordinaire. 2 pêcheurs sont arrivés au vieux quai de Faro pour vérifier leurs filets. Cette zone avait perdu de son importance il y a longtemps. Les entrepôts étaient enfermés, le béton s'effritait, les structures en bois s'enfonçaient par endroits dans l'eau. Rarement quelqu'un y apparaissait. Mais ce jour-là, ils ont remarqué un vieux bateau, à moitié inondé par l'eau de pluie, et à l'intérieur, une femme. Au début, personne n'a compris ce qui se passait exactement. Le bateau semblait avoir accumulé plusieurs semaines de précipitations, mais ce qui gisait dans l'eau a immédiatement alerté. Il n'y avait ni affaires, ni sacs, ni documents à proximité. Juste une inconnue, en vêtements mouillés, dans un endroit complètement vide. Les pêcheurs ont appelé la police. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont tout enregistré comme il se doit. Le bateau était vieux, abandonné il y a de nombreuses années. Les environs étaient vides, abandonnés. Et surtout, les marques caractéristiques sur la femme, sur ses mains et son cou, des blessures étaient visibles qui ne pouvaient s'expliquer par une simple chute ou un faux pas. Tout cela a immédiatement conduit à écarter la simple version de l'accident. Au début, l'identité n'a pas pu être établie. Aucun document n'a été trouvé sur elle. Mais le système fonctionne rapidement. Une correspondance est rapidement apparue dans la base de données des personnes disparues. Sophia, un peu plus de 20 ans. Un signalement de disparition la concernant avait été fait très récemment. La description correspondait en tout point. Des confirmations supplémentaires ont été données par les proches. À partir de ce moment, l'histoire a cessé d'être un ensemble de faits anonymes. Ce n'était plus simplement une découverte sur la rive. Désormais, cette femme avait un nom et un passé qu'il fallait reconstituer. Pourquoi son chemin s'est-il arrêté précisément ici, dans un endroit isolé au bord de l'eau, et qui était à ses côtés à ce moment-là? Les réponses à ces questions restaient à trouver. C'est à partir de ce moment que l'enquête complète a commencé. Sophia a grandi à Holland, une petite ville côtière animée, où les touristes affluent en été, et où la vie devient calme et mesurée en hiver. C'est là qu'elle a terminé l'école, vécu avec sa mère et ses 2 jeunes frères. La famille n'a jamais été considérée comme riche. La mère travaillait au marché, faisait des ménages. Le père était parti travailler et n'était pas revenu depuis longtemps. Sophia a aidé à la maison dès son plus jeune âge, ne se plaignait pas et essayait de prendre une partie des responsabilités. Ses proches la décrivent comme une personne pratique. Elle ne rêvait pas de grandes percées, mais cherchait toujours des moyens de rendre la vie un tant soit peu plus stable. Quand elle a eu 20 ans, elle a décidé de déménager plus près de Faro. Il était plus facile d'y trouver un emploi stable. Au début, ce furent de petits boulots, parfois dans un café, parfois dans un magasin. Mais tout a changé lorsqu'elle a été acceptée dans la famille Pina. Travailler à la maison semblait bien plus fiable. Un horaire stable, un salaire à temps et surtout une atmosphère de confiance. À partir de ce moment, la vie de Sophia est devenue prévisible. Le matin, le chemin vers la maison, l'accomplissement des tâches, la promenade du soir pour rentrer. Pas de fête, pas de compagnie bruyante. Elle se tenait à l'écart, mais pour les voisins et les collègues, elle semblait une personne calme et équilibrée. La famille Pina, dans laquelle elle a été intégrée, semblait typique de la banlieue de Faro. Une maison à 2 étages, avec un jardin soigné, un terrain bien entretenu et un mode de vie habituel. Elena, la maîtresse de maison, consacrait toute son attention à la famille et travaillait occasionnellement à distance. Son mari Matteux était un homme pratique, travaillait dans une entreprise de construction, restait souvent tard au bureau ou se rendait sur les chantiers. Extérieurement, c'était un couple ordinaire, des gens qui ne vivaient pas richement, mais avec assurance. Pour les voisins, il semblait un exemple de vie tranquille, sans scandale. Sophia s'est intégrée à leur rythme comme si elle avait toujours fait partie de cette maison. Elle connaissait l'emploi du temps, quand Elena partait, quand Matteux revenait,
quand il fallait préparer quelque chose de simple ou faire le ménage. Elle ne s'immisçait pas dans les affaires personnelles de la famille et gardait ses distances, ce que ses employeurs appréciaient. Pour Elena, elle était une assistante discrète. Pour Matteux, une personne sur laquelle on pouvait compter. Et pour Sofia elle-même, c'était une source de stabilité. Ses proches disaient qu'elle avait souligné à plusieurs reprises qu'elle se sentait enfin assurée de ne pas se retrouver sans ressources. Les voisins ont confirmé la même chose. Personne n'avait jamais vu Sofia prendre part à des conflits ou discuter bruyamment. Dans la rue, elle saluait toujours, pouvait échanger quelques mots, mais ne s'immisçait jamais dans les affaires des autres. Même à Hollande, où tout le monde se connaissait, on se souvenait d'elle comme d'une jeune fille calme et appliquée. Elle savait être amie, mais tissait rarement des relations proches. Pour elle, l'essentiel était que tout se passe sans heurts inutiles. Et c'est précisément dans ce calme que résidait l'étrangeté. Plus sa vie était tranquille, plus les questions surgissaient lorsque tout s'est terminé dans un bateau abandonné sur le quai. Les gens qui la connaissaient ne comprenaient pas d'où pouvait provenir un quelconque conflit. Elle n'avait pas d'ennemis, pas de dettes, pas de liens qui auraient pu l'entraîner dans des ennuis. C'est pourquoi, immédiatement après l'identification, l'enquête s'est concentrée sur son dernier lieu de travail. La maison de la famille Pina est devenue le principal point de repère. C'est là qu'elle passait ses journées. C'est là que vivaient les personnes qui la connaissaient le mieux ces derniers mois. Si l'on cherchait une explication, il fallait commencer par là. Et c'est précisément là que l'attention de l'enquête s'est portée. Reconstituer les dernières heures de la vie de Sofia s'est avéré être une tâche cruciale. Le tableau s'est construit à partir de témoignages, de registres et de données téléphoniques. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était le soir. Dans la maison de la famille Pina, tout se passait comme d'habitude. Les tâches habituelles, les conversations, aucun événement particulier. Vers 22h30, elle a terminé ses affaires, a pris congé et est partie. C'était le moment même où elle a franchi la frontière invisible, après laquelle tout a suivi un scénario différent. À ce stade, la vie se déroulait généralement selon le schéma habituel. Sofia suivait l'itinéraire familier, rentrait chez elle, et en une demi-heure, elle pouvait être chez elle. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé différemment. Le matin est devenu le premier signe alarmant. Les proches ont commencé à appeler, mais le téléphone ne répondait pas. Au début, ils ont pensé qu'il était simplement déchargé. Cela arrivait parfois, mais généralement, elle trouvait rapidement un moyen de les contacter. Sofia ne disparaissait jamais sans laisser de traces. Elle était considérée comme une personne ponctuelle et responsable. Si elle était en retard, elle prévenait toujours. À 8h du matin, il est devenu évident que quelque chose de grave s'était produit. Elle n'était pas rentrée à la maison, n'avait laissé aucune note, n'avait contacté personne de sa famille. Les proches ont vérifié sa chambre. Toutes ses affaires personnelles étaient à leur place. Il n'y avait aucun signe qu'elle avait l'intention de partir. Pas de vêtements de rechange, pas d'argent liquide. Seulement les objets quotidiens qu'elle emportait avec elle chaque jour. Et tout cela augmentait l'inquiétude. Alors la mère a décidé de prendre une mesure officielle, une déclaration de disparition. La police a réagi rapidement. Ils ont d'abord vérifié les itinéraires les plus évidents. Le chemin de la maison de la famille Pina à l'appartement de Sofia, les arrêts de bus, les magasins, les cafés les plus proches. Rien. Les caméras de surveillance ne fournissaient que des images fragmentées où on la voyait marcher dans la rue en direction de son appartement. Après cela, la trace était perdue. Le téléphone portable restait éteint. Aucune transaction bancaire n'avait été effectuée. Pour les enquêteurs, cela est devenu un détail crucial. La personne avait comme disparu dans le vide. Les interrogatoires ont commencé. Les voisins, les proches, les collègues de la maison Pina ont été interrogés. Tous disaient la même chose. Sofia n'était pas sujette aux actes impulsifs. Elle ne disparaissait jamais soudainement.
ne se disputaient pas, ne partaient pas sans prévenir. Elle n'avait pas l'habitude de disparaître même pendant quelques heures. Ce comportement ne correspondait pas à son mode de vie. Chaque nouveau témoignage renforçait le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'un départ volontaire. Pendant plusieurs jours, l'espoir a persisté que Sofia s'était simplement réfugiée chez quelqu'un, qu'elle apparaîtrait d'elle-même. Mais l'espoir a été définitivement brisé par la conclusion des experts médico-légaux. Après la découverte sur le quai, les spécialistes ont étudié en détail toutes les circonstances. La conclusion finale ne laissait aucun doute. La cause du décès était l'asphyxie. De plus, des traces évidentes de lutte ont été enregistrées sur le corps. Ces données changeaient complètement le tableau. Désormais, la disparition ne pouvait plus s'expliquer ni par un accident fortuit, ni par une décision volontaire. À partir de ce moment, l'enquête n'avait plus d'option. L'histoire est officiellement devenue une affaire criminelle. Désormais, l'objectif principal était d'établir qui était derrière ces événements et ce qui s'était passé exactement cette nuit-là, lorsque Sofia a franchi pour la dernière fois la porte de la maison de la famille Pina. Le quai où Sofia a été trouvée, à première vue, semblait un endroit dépourvu de toute valeur. Des dalles de béton brisées, des poutres pourries, de vieux bateaux abandonnés par leurs propriétaires depuis longtemps. Il n'y avait ni vacanciers, ni pêcheurs, ni passants occasionnels. Le territoire donnait l'impression d'une zone déserte où personne n'entrait pendant des semaines. C'est précisément pourquoi la découverte elle-même semblait étrange. Que pouvait faire là une jeune femme ? Les enquêteurs comprenaient que dans de tels endroits, chaque petit détail pouvait être décisif. Et bien qu'à première vue, la zone du quai sembla vide, c'est là qu'ils commencèrent à chercher les premières pistes. Le territoire fut minutieusement fouillé. Une attention particulière fut accordée à la route d'accès. Elle était étroite, non goudronnée, avec de profondes ornières et des flaques d'eau après la pluie. Habituellement, les voitures l'empruntaient rarement, et les dernières précipitations auraient dû effacer les vieilles traces. Mais sur la terre humide, des empreintes de pneus fraîches étaient conservées. Ces empreintes devinrent la première découverte sérieuse. La bande de roulement était nette. Son dessin se distinguait clairement des pneus des véhicules de service de la police. Les experts notèrent les traces avaient été laissées récemment. À en juger par la forme et la largeur de la voie, il s'agissait d'une voiture, pas d'un camion. La profondeur des traces enfoncées montrait que le véhicule s'était attardé, était resté là un certain temps. Et un autre point important, la voie menait précisément au quai, puis faisait demi-tour. Cela signifiait que quelqu'un était délibérément venu là, cette nuit-là, et avait quitté les lieux. L'inspection suivante se porta sur le bateau. De l'extérieur, rien d'inhabituel. Planches pourries, peinture écaillée, pièces métalliques recouvertes de rouille. Des bateaux comme celui-ci étaient là depuis des décennies. Mais à l'intérieur, de l'eau de pluie était conservée, et c'est elle qui pouvait contenir des traces. À première vue, c'était un liquide trouble, mélangé à des feuilles, du sable et des débris. Cependant, les criminalistes prélevèrent des échantillons et les envoyèrent au laboratoire. Les résultats des analyses furent inattendus. Des traces de sang furent découvertes dans l'eau. De plus, les experts soulignèrent. Il s'agissait de traces fraîches, laissées très récemment. Elles ne pouvaient pas s'expliquer par d'anciens dommages au bois ou par des animaux. Le matériel biologique appartenait à un être humain. Cela changeait complètement la perception du bateau. Il cessait d'être un lieu fortuit où Sofia se trouvait et devenait une partie d'une action soigneusement planifiée. En comparant les traces de pneus et la découverte dans le bateau, l'enquête tira une conclusion importante. Tout indiquait que Sofia n'était pas venue au quai seule. Elle y avait été transportée. Elle fut amenée en voiture et placée dans le bateau après l'incident. Le quai ne s'avérait pas être le lieu du crime lui-même, mais un lieu choisi pour la dissimulation. Ce détail devint un tournant. Jusqu'à ce moment, il restait une possibilité théorique que Sofia se soit retrouvée près de l'eau par hasard. Maintenant,
cette version était définitivement écartée. Dans l'affaire, un conducteur inconnu apparut qui avait un véhicule, du temps et un motif pour l'y emmener. À partir de ce moment, l'enquête prit un nouveau vecteur. Les enquêteurs commencèrent à se concentrer non pas sur le quai lui-même, mais sur la personne qui conduisait la voiture cette nuit-là et pourquoi cet endroit précis avait été choisi pour laisser Sofia. Lorsque les enquêteurs comparèrent les données, il devint évident. La dernière personne à avoir vu Sofia vivante était Mateu Pina, le propriétaire de la maison où elle travaillait. C'est précisément sa version des faits qui devint le point de départ de toute l'enquête. Dans ce genre d'affaires, on examine toujours en premier lieu ceux qui étaient à proximité dans les dernières heures. C'est une logique simple. Plus une personne est proche de la disparue, plus la probabilité qu'elle en sache plus qu'elle ne le dit est élevée. Mateu fut convoqué pour un interrogatoire officiel. Son comportement, dès le début, donna l'impression d'une personne confiante et sereine. Il déclara immédiatement que le soir, tout s'était déroulé comme d'habitude. Sofia avait terminé ses tâches vers 10h30, avait dit au revoir et était rentrée chez elle. Selon lui, après cela, il était lui-même parti retrouver un ami. Il indiqua l'heure et le lieu avec précision. Un bar, non loin du centre de Faro. Il souligna qu'il y était resté jusqu'à minuit et qu'il avait un témoin pouvant confirmer chaque minute. Son récit sonnait fluide, sans détails superflus et sans hésitation. Le procès-verbal enregistra. Mateu présenta son alibi. L'ami confirma effectivement ses paroles, disant qu'ils s'étaient rencontrés à l'endroit indiqué et avaient passé la soirée ensemble. Pour la police, c'était important. Si l'alibi s'avérait fiable, il faudrait alors chercher des directions complètement différentes. Mais les enquêteurs expérimentés comprenaient une version trop cohérente et impeccable est, en soi, une raison de se méfier. Quand une personne répète la même ligne sans déviation, cela peut être le signe de la vérité autant que d'un récit préparé d'avance. L'étape suivante fut de s'adresser à Elena Pina, l'épouse de Mateu. Son interrogatoire se déroula différemment. Elle confirmait les dires de son mari, mais se permettait des réserves. Elena raconta qu'elle avait effectivement vu Sofia partir le soir. Elle admit que son mari avait ensuite quitté la maison. Mais dans ses déclarations, un détail important fut prononcé. Elle remarqua que ces dernières semaines, Mateu s'était comporté étrangement. Il restait plus souvent en retard. Des conversations téléphoniques apparaissaient qu'il s'efforçait de mener en privé. Parfois, il semblait nerveux et irritable sans raison apparente. Ces mots ne détruisaient pas directement son alibi, mais créaient une fissure dans le tableau idéal. L'enquête eut le sentiment que le calme extérieur de la famille cachait quelque chose de plus. Sur le fond de ces allusions, la version de Mateu cessa de paraître entièrement fiable. Après tout, il restait le dernier témoin connu à avoir vu Sofia avant qu'elle ne disparaisse. En fin de compte, les procès-verbaux d'interrogatoire formalisèrent la ligne clé. Sur le papier, tout semblait correct. Alibi confirmé, l'épouse n'accuse pas directement son mari. Mais en arrière-plan, c'est lui qui devenait la figure nécessitant la plus grande attention. À partir de ce moment, Mateu Pina se retrouva au centre de l'enquête, et c'est précisément sa version des événements qui devait être vérifiée à travers de nouvelles preuves et faits. Lorsque Elena prononça pour la première fois la phrase sur le comportement étrange de son mari, les enquêteurs comprirent immédiatement qu'il y avait là bien plus que de simples querelles domestiques. Dans ce genre d'affaires, ce sont souvent les petits détails qui deviennent cruciaux. Et plus la voix d'un témoin est calme, plus il faut écouter attentivement les faits qui se cachent derrière ces mots. Elena commença par ce qui était le plus évident pour elle, l'argent. Elle connaissait bien le budget familial. Toutes les dépenses étaient discutées ensemble et les grosses dépenses ne lui échappaient jamais. Mais quelques mois auparavant, elle commença à remarquer des virements réguliers vers la même carte. Les sommes étaient insignifiantes, 20 €, 40, parfois 60. Mais elles apparaissaient régulièrement, une fois par semaine ou un peu plus souvent. Au début, elle pensa que c'était lié au travail de son mari.
Dans le secteur de la construction, il y a des dépenses imprévues. Et elle ne posa pas de questions. Mais lorsque les virements continuèrent et que Matteux ne donna pas d'explication claire, les doutes commencèrent à se transformer en certitude. Il cachait la destination de ses paiements. Un jour, elle finit par lui parler directement. La réponse fut évasive. Dette de travail, petites affaires personnelles, aide à un ami. Mais il ne nomma aucun nom, aucune situation concrète. Et plus Helena tentait de préciser, plus Matteux devenait irritable. Il semblait vouloir clore le sujet, sans permettre la discussion. Pour elle, ce fut le premier signe. Il ne s'agissait pas des affaires de l'entreprise, mais de quelque chose de personnel. La deuxième observation se révéla encore plus inquiétante. Quelques semaines auparavant, Helena utilisa la voiture de son mari. Sur le siège arrière, elle découvrit un objet qui l'alarma. C'était un vêtement, clairement étranger et ne correspondant absolument ni par la taille, ni par le style à leur maison. Helena connaissait bien la garde-robe de toute la famille et elle n'avait aucun doute. Cet objet appartenait à quelqu'un d'extérieur. Elle conserva soigneusement la trouvaille, car elle comprit immédiatement qu'un détail important se cachait là. Plus tard, lorsqu'elle en parla à son mari, il répondit comme s'il était lui-même surpris. Quelqu'un a sûrement oublié. Mais qui exactement aurait pu laisser un objet dans sa voiture ? Il ne put jamais nommer ni un nom, ni une situation. De plus, il s'efforçait de détourner la conversation, comme s'il voulait éloigner ce sujet de son champ de vision. Pour Helena, ce fut la confirmation finale de ses soupçons. Il y avait une partie secrète dans la vie de son mari, sur laquelle il préférait se taire. Lorsque toutes ces informations parvinrent aux enquêteurs, le tableau prit une toute autre ampleur. Il ne s'agissait plus d'excentricité domestique, mais de faits directs indiquant des liens cachés. Les virements réguliers vers la même carte s'apparentaient à un soutien systématique. Et l'objet étranger dans la voiture, à une preuve matérielle de la présence d'une personne extérieure. En comparant cela avec le fait que Matteux fut le dernier à voir Sophia vivante, l'enquête disposait d'une ligne logique qui nécessitait vérification. Maintenant, la version était la suivante. Matteux aurait pu avoir une liaison secrète, et tous les détails indiquaient que cette liaison le liait précisément à Sophia. Elle était à proximité tous les jours, avait accès à la voiture, aurait pu être la destinataire de ses virements. Et si ce lien existait réellement, il pourrait expliquer beaucoup de choses, de son comportement nerveux à la fin tragique. Ainsi, l'enquête obtint sa première hypothèse complète concernant le mobile. Il ne s'agissait plus seulement de suppositions ou d'allusions, mais d'une version basée sur des faits concrets. L'étape suivante fut de déterminer comment confirmer ce lien de manière documentaire, et surtout, quel rôle il avait joué dans le fait que Sophia se retrouvât sur le quai abandonné. L'alibi de Matteux semblait initialement presque inébranlable. Il parlait avec assurance, fournit un lieu spécifique, l'heure, même un témoin prêt à confirmer chaque détail. Sur le papier, tout s'ajustait parfaitement. Mais précisément cela alerta les enquêteurs. Dans la pratique des enquêtes, cela arrive rarement. Les coïncidences trop directes, les versions suspicieusement fluides. Et plus ils répètent la même chose sans la moindre hésitation, plus la probabilité que l'histoire soit répétée est élevée. C'est pourquoi Matteux fut convoqué à un second interrogatoire. Cette fois, son comportement différait nettement du premier. Il continuait à parler calmement, mais derrière ce calme se lisait la tension. Les pauses dans les réponses devinrent plus longues. Le regard se détournait souvent. Les gestes devinrent nerveux. Quand les enquêteurs posaient des questions précises, il répétait exactement les mêmes formulations, comme s'il craignait de sortir du script appris. Il raconta à nouveau que le soir, Sophia était partie à l'heure habituelle, et lui-même s'était dirigé vers le bar où il avait rencontré un ami. Là, selon ses mots, ils étaient restés jusqu'à minuit. Tout sonnait aussi parfaitement qu'avant, mais la sensation était différente. L'incertitude se cachait derrière un calme artificiel.
Puis vint le tour de l'ami. On l'interrogea séparément pour exclure la possibilité de réponse coordonnée. L'ami se montrait beaucoup plus sûr. Il plaisantait même et semblait détendu. Il confirma. Oui, ils s'étaient rencontrés dans le bar. Oui, ils y avaient passé toute la soirée. Mais précisément dans ses paroles apparurent des détails qui ne correspondaient pas à la version de Matteux. L'heure d'arrivée, point clé. Matteux affirmait qu'il était arrivé à 22h45 et l'ami assurait qu'il l'avait rencontré plutôt vers 11h. Il semblait n'y avoir qu'une différence de 15 minutes, mais pour l'enquête de telles divergences ont du poids. Parce que précisément dans ces minutes peut tenir l'intervalle critique de temps quand s'est passé le plus important. L'incohérence suivante concernait le moment du départ. Matteux disait qu'ils avaient quitté le bar presque à minuit, à 23h55. L'ami insistait sur le fait qu'ils s'étaient séparés plus tôt, vers 23h40. Encore une petite différence, mais dans le contexte de l'enquête, elle devenait sérieuse. De tels détails ne peuvent pas s'expliquer simplement par une erreur de mémoire. Habituellement, les gens se souviennent plus précisément s'il s'agit de la nuit clé. Quand ensuite la police et la presse posent des questions, pour les enquêteurs, cela devint une confirmation. L'alibi qui à première vue semblait de fer avait des fissures. Et bien que formellement il fonctionnait encore, la confiance en lui diminua drastiquement. Maintenant, il comprenait qu'on ne pouvait pas se fier aux paroles de deux personnes. Et même si tous deux répétaient avec assurance la même ligne, les faits pouvaient dire le contraire. Dans de tels cas, il n'y a qu'un seul chemin, recourir aux données objectives. Les paroles humaines peuvent être coordonnées, mais la technique ne fait pas d'erreur. Les caméras fixent le temps, les appels laissent des marques, les automobiles enregistrent les déplacements. C'est pourquoi l'enquête prit la décision. Vérifier la voiture de Matteux. Précisément, elle pouvait avoir laissé des traces au quai. Précisément, elle pouvait devenir le lien entre ses paroles et la réalité. Ainsi, le vecteur d'enquête se déplaça. Si jusqu'alors tout tournait autour des témoignages, maintenant l'attention se tourna vers les preuves matérielles. Et la tâche clé devint de découvrir ce que montrerait l'automobile de Matteux dans la nuit de la disparition de Sophia. L'automobile de Matteux s'avéra bien plus importante que n'importe quelle parole. Une voiture est toujours plus qu'un simple moyen de transport. Elle garde des informations qu'il est impossible d'effacer avec des mots ou de remplacer par un témoignage étranger. Pour l'enquête précisément, la technique devient souvent ce témoin silencieux qui ne sait pas mentir. Et maintenant, précisément vers elle, dirigèrent sur leur attention les spécialistes. La première étape fut la saisie de l'ordinateur de bord. L'automobile n'était pas la plus récente, mais suffisamment moderne pour fixer toute une série de paramètres, temps de démarrage du moteur, fonctionnement des systèmes, ainsi que déplacement dans l'espace. Les criminologues savaient que dans de telles données, on peut trouver non seulement la confirmation de l'itinéraire, mais aussi de petits détails qu'une personne ne pourra jamais inventer ou répéter de manière identique. D'abord, ils examinèrent les indicateurs de base, et déjà ceux-ci montrèrent. Cette nuit-là, la voiture était définitivement sortie. Le temps d'allumage du moteur coïncidait avec l'intervalle dont parlait Matteux. À première vue, tout s'ajustait à sa version. Mais lors d'une analyse attentive, il s'avéra que l'automobile avait bougé plus qu'on pouvait s'y attendre si on croyait les paroles du propriétaire. Le second moment, le système enregistra le fonctionnement des essuie-glaces. Cela semblait un détail mineur, mais précisément de tels détails ont de l'importance. Dans la nuit de la disparition, il pleuvait effectivement. Les enregistrements montrèrent que les essuie-glaces s'allumaient à différents moments, ce qui signifie la voiture bougeait sous la pluie. Mais selon les paroles de Matteux, il avait passé presque toute la soirée dans le bar, ce qui signifie que l'automobile aurait dû rester immobile sous l'auvent du parking. Ce détail mit en doute ses paroles, car la technique confirma que la voiture était dans la rue et fut utilisée. La vérification suivante concernait les journaux GPS. Ce fut l'étape la plus attendue, et précisément, elle devint décisive. Dans la mémoire se conserva la marque du dernier ravitaillement, et important que le système fixa non seulement le temps, mais aussi les coordonnées exactes.
Sur la carte apparut un point. Station 47, une station-service ordinaire dont il y en a des dizaines dans la région. Mais son importance s'avéra énorme. Cette station se trouvait à seulement 300 mètres du quai où on trouva plus tard Sofia. Quand les enquêteurs comparèrent les données, tout se mit en place. Le temps du ravitaillement tombait complètement dans l'intervalle quand Matteux affirmait qu'il était assis avec son ami. Sa version s'écroulait littéralement minute par minute. Il parlait de la rencontre dans le bar, mais l'automobile enregistra autre chose, un voyage vers le lieu qui devint clé dans l'affaire. Pour l'enquête, cela devint le moment décisif. Maintenant, il ne s'agissait pas de divergence dans les détails, mais de réfutation directe de l'alibi. La voiture montra la vérité, et c'était une vérité qui contredisait chaque mot de Matteux. L'ami pouvait confirmer son histoire autant qu'il voulait, mais la technique ne laissait pas de doute. L'alibi perdit toute force. À partir de ce moment, l'enquête n'eut plus de doute. Matteux mentait consciemment. Sa présence au quai cette nuit-là était prouvée par des données objectives. Et maintenant, l'affaire sortait à un nouveau niveau. La question « où était-il » était définitivement close. Mais à sa place, surgit une autre. Qu'est-ce qu'il faisait exactement là et qu'est-ce qu'il cachait encore à l'enquête ? Précisément, cette question devenait principale pour la prochaine étape de l'investigation. L'automobile de Matteux à cette étape de l'enquête cessa d'être simplement une chose dont on peut parler en passant. Pour l'enquête, elle devint un participant complet des événements, un témoin muet qui conserva en lui bien plus de vérité que le propriétaire lui-même. Si les journaux GPS prouvaient déjà que la voiture se trouvait au quai, il restait à vérifier si elle n'avait pas été utilisée pour transporter Sofia elle-même. Cela était fondamentalement important, parce que précisément de telles preuves transforment les suppositions en preuves de fer. Les criminologues commencèrent à travailler méthodiquement. En premier lieu, ils vérifièrent l'habitacle. Visuellement, il paraissait propre. Garniture, tapis, tout à sa place. Rien de suspect. Mais les experts expérimentés savaient que dans de tels cas, la propreté signifie souvent non l'ordre, mais la tentative d'effacer les traces. C'est pourquoi ils appliquèrent immédiatement des réactifs spéciaux, des lampes à lumière ultraviolette et des poudres capables de révéler même des traces microscopiques. Ils vérifièrent littéralement chaque centimètre, volant, poignée de porte, siège, tapis. Le résultat apparut précisément là où ils l'attendaient, dans le coffre. Cet endroit se vérifie toujours particulièrement minutieusement parce que c'est précisément là qu'on cache le plus souvent les traces. Et effectivement, au fond, plus près du coin, les experts remarquèrent des taches microscopiques, si petites que l'œil humain sans équipement ne les aurait pas remarquées. Le test préliminaire montra « c'est du sang ». Les échantillons furent immédiatement prélevés et emballés selon les règles pour exclure tout doute sur l'authenticité. Parallèlement, les enquêteurs continuèrent à travailler sur la ligne financière. Les demandes aux banques donnèrent confirmation directe des soupçons d'Elena. Selon ses mots, elle voyait des virements réguliers, et maintenant les documents le confirmaient. Sur la carte de Sofia arrivait effectivement de l'argent de Matteux. Les sommes étaient insignifiantes, mais les virements eux-mêmes se répétèrent de manière stable, mois après mois. Cela ne pouvait déjà plus s'expliquer par le hasard. Pour l'enquête, cela signifiait une chose. Entre eux existait une liaison constante et cachée. Tout cela ensemble se composait en un tableau inquiétant. Mais le point final devait être mis par l'expertise ADN. Les échantillons de sang du coffre furent envoyés au laboratoire. Là, ils les soumirent à une analyse complète. D'abord, ils vérifièrent le groupe, puis commencèrent la procédure d'extraction de l'ADN. Dans de tels cas, on travaille lentement, étape par étape, pour exclure les erreurs. Le résultat arriva après plusieurs jours, et il s'avéra sans équivoque. Le sang appartenait à Sofia. Ce moment devint décisif. Maintenant, il ne restait plus de doute. L'automobile de Matteux ne se trouvait pas simplement près du quai,
on y transporte Sofia. Sa voiture se transforma en lien entre lui, la victime, et l'endroit où tout se termina. Cela ne sapa pas seulement son alibi, cela détruisit définitivement toute la ligne défensive. Ainsi, 3 éléments s'unirent en une chaîne: le lieu, le quai, la technique, l'automobile, la personne. Matteux s'y ajoutait aussi la liaison financière. Les virements sur la carte de Sofia confirmaient documentalement leur relation. Ce fut ce moment où l'enquête obtint une base inébranlable pour les accusations. La question: était-il impliqué? Disparut définitivement. La réponse fut donnée par le laboratoire, les relevés bancaires et les témoignages de la technique. Maintenant, il restait à résoudre le plus important. Comment exactement se déroulèrent les événements de cette nuit et que se passa-t-il entre Matteux et Sofia dans les dernières heures? Précisément, cette question devenait centrale pour la prochaine étape de l'investigation. Malgré le fait que l'enquête avait déjà une base probante solide contre Matteux, le travail des enquêteurs ne se construit jamais sur une seule ligne. Il est important non seulement le résultat, mais le processus lui-même. Il faut considérer chaque détail, chaque version possible, pour qu'ensuite au tribunal la défense ne puisse déclarer que la police a négligé quelqu'un d'autre. Précisément pour cette raison, dans les matériaux de l'affaire apparut une nouvelle personne, le voisin de la famille Pina, Joam. Son nom résonna pour la première fois dans le procès-verbal après le témoignage d'Elena. Elle avoua que précisément lui l'aidait dans cette période où les relations dans la famille se fissuraient. Il l'écoutait, donnait des conseils, et, comme nota Elena elle-même, il manifestait une évidente sympathie. Pour l'enquête, cela fut suffisant pour au moins vérifier sa participation. L'expérience suggère, parfois les figures de second plan deviennent inopinément clés. À première vue, Joan pouvait avoir un motif: jalousie, désir de détruire le mariage d'Elena et Matteux, aspiration à se libérer une place auprès de la femme qui lui semblait vulnérable et solitaire. Et bien que cela ressemblait à un scénario peu probable, l'exclure était impossible. Les enquêteurs convoquèrent Joan à interrogatoire. Le protocole fixait chaque détail. Il ne nia pas l'évident. Reconnut qu'il éprouvait de la sympathie pour Elena et qu'il était effectivement à ses côtés dans des jours difficiles pour elle. Il avoua même qu'il passait parfois chez eux pour aider aux travaux ménagers. Mais quand il fut question de Sofia, il rejeta catégoriquement toute supposition. Selon ses mots, il ne communiqua jamais avec elle de près, et encore moins n'eut de rapport avec sa disparition. Son ton était ferme, sans émotions excessives, mais les enquêteurs savaient, de telles paroles signifient peu sans confirmation. Précisément pour cela, ils commencèrent à vérifier son alibi. Joan dit que cette nuit-là, il se trouvait au centre-ville, où il rencontra des amis dans un petit café. Contrairement aux versions de Matteux, ici tout se vérifia rapidement. Les caméras de surveillance de l'établissement conservèrent les enregistrements sur lesquels on voit Joan était effectivement présent là toute la soirée. Dans le cadre, il était assis avec sa compagnie, conversait, et plus tard avec eux quitta le café. Le temps sur l'enregistrement coïncidait complètement avec celui indiqué dans son témoignage. Ces matériaux soulagèrent immédiatement la tension autour de son nom. Les preuves montrèrent il ne pouvait physiquement pas se trouver au quai au moment de la disparition de Sofia. Son alibi se confirma non seulement par les paroles de témoins, mais aussi par des sources indépendantes, enregistrements de vidéosurveillance. Pour l'enquête, ce fut un argument décisif. Mais il est important de noter que le fait même de vérifier Joan eut une signification stratégique. Même si sa version semblait faible, il fallait la vérifier pour exclure tout doute. Cela donna à l'enquête une stabilité supplémentaire. Dans les matériaux de l'affaire se fixait maintenant: la version avec participation du voisin ne se confirma pas et elle est officiellement close. Et c'est en cela que consistait le résultat clé. La fausse piste fut complètement travaillée et retirée de l'ordre du jour. Maintenant, l'enquête n'avait qu'un seul focus: la figure de Matteux. Toutes les lignes se refermèrent à nouveau autour de lui. Et cela signifie que la prochaine étape de l'investigation devait montrer non seulement sa présence au quai, mais aussi révéler ce qui se passa exactement cette nuit-là,
et quelles actions menèrent à l'issue tragique. À ce moment, l'enquête tenait déjà dans ses mains tout un ensemble de preuves importantes. L'automobile, traces sur les lieux du crime, virements d'argent. Il semblait que le tableau était presque complété. Mais restait un détail manquant, sans lequel on ne pouvait construire une accusation complète. Le motif. Pourquoi tout cela ? Qu'est-ce qui poussait l'homme qui extérieurement semblait un père de famille complètement ordinaire, travaillait, vivait dans une maison prospère et ne se distinguait pas de la foule ? Répondre à cette question n'était possible que d'une seule manière, regarder dans sa vie personnelle. Et dans le monde moderne, la vie personnelle se garde presque toujours dans le téléphone. Les experts en criminalistique numérique commencèrent à travailler avec les appareils saisis. Ce processus, pas rapide, minutieux, exigeant de la patience. Chaque ligne effacée, chaque fichier caché dans la mémoire peut s'avérer décisif. Et progressivement, dans les mains de l'enquête, commencèrent à apparaître des messages que Matteux essayait d'effacer. Les correspondances restaurées ouvraient la porte à cette partie de sa vie qu'il cachait soigneusement à son entourage. Au début, rien d'inhabituel. Notes courtes, précisions sur le ménage, phrases de routine, comme entre employeur et employé. Mais plus loin, plus il devenait évident, il ne s'agissait pas de correspondance formelle. Avec le temps, les messages changeaient. Là apparaissaient des mots de gratitude, puis des aveux personnels qui sortaient bien au-delà du cadre de l'éthique professionnelle. Les dialogues devenaient plus chaleureux, s'y manifestait un attachement émotionnel. Les enquêteurs feuilletaient des centaines de lignes de texte et devant eux se déroulait l'histoire des relations. Rencontres secrètes, aveux, projets, plaintes mutuelles. Sophia partageait son humeur, racontait qu'il lui était difficile de cacher tout cela. Matteux répondait, promettait, jurait, mais ne prenait pas de mesures réelles. Et c'est précisément en cela que réside l'essence. Pour lui, c'était un jeu à la limite, un moyen d'échapper au quotidien habituel, mais il ne voulait évidemment pas aller plus loin. Pour elle, cela devenait quelque chose de plus. Et particulièrement importantes s'avérèrent les dernières semaines de correspondance. Là, il n'y avait plus la légèreté d'avant. Là se sentait la lourdeur. Sophia écrivait de plus en plus souvent qu'elle était fatiguée d'attendre, fatiguée de ses éternelles promesses. Elle exigeait de la clarté. Dans un des messages, elle disait directement « Où tu décides, où je raconte tout ». Dans un autre, elle insinuait qu'il n'y avait plus de sens à continuer de cacher. Avec chaque ligne ainsi, la pression sur Matteux s'intensifiait. Il comprenait. Tôt ou tard, ce secret sortirait au grand jour. Pour l'enquête, cela devint la clé. Le voilà. Ce même conflit intérieur qui est trop capable de briser même une personne extérieurement calme. D'un côté, famille, épouse, réputation. De l'autre, Sophia, qui ne se contentait plus du rôle d'ombre. Elle exigeait reconnaissance, exigeait qu'il fasse un choix. Et ce choix pour lui signifiait la perte de tout. Les experts présentèrent la correspondance restaurée aux enquêteurs, et à partir de ce moment, il ne resta plus de doute. Ce n'est pas un hasard, pas une coïncidence ni quelque histoire étrangère. Entre eux, il y avait un roman qui avait depuis longtemps cessé d'être un amusement secret. Il devint une menace. Et là où il y a menace, il y a motif. Maintenant, le tableau semblait complet. Matteux avait les moyens. La voiture qui amena Sophia au quai. Il avait l'opportunité, lacune dans l'alibi et déplacement fixé. Et il avait la raison. Peur du démasquage, peur de perdre la famille, et tout. Ce qu'il avait construit. Précisément, cette peur devint l'impulsion. Pour l'enquête, ce fut une percée. Ils obtinrent finalement cette partie manquante du puzzle qui transforme un ensemble de preuves en accusations cohérentes. Mais restait l'étape suivante. Restaurer cette nuit jusqu'au détail. Comprendre son rythme. Pas à pas. Pour montrer exactement comment se déroulèrent les événements et à quoi ils menèrent.
Quand toutes les preuves trouvées furent rassemblées en une seule affaire, il devint clair. Le moment pour la conversation décisive était arrivé. L'enquête ne pouvait plus traîner. Il fallait voir comment se comporterait Matteux quand devant lui on étalerait tout. Documents, enregistrements numériques, photographies et témoignages. L'enjeu était non seulement son alibi, mais toute sa version des événements. L'interrogatoire se déroula dans un cabinet spécialement préparé. Salle sans fenêtre, mur gris, table métallique et 2 chaises. Atmosphère créée pour la pression. Rien ne distrait, rien n'adoucit. D'un côté, l'enquêteur, expérimenté et froid. De l'autre, Matteux, essayant de garder son calme. Les premières minutes semblaient prévisibles. À toute question, il répondait avec assurance, répétait ce qu'il avait dit auparavant. Il avait soi-disant passé la soirée avec un ami, était rentré chez lui tard, n'avait appris la disparition de Sofia que le lendemain. Mais cette fois, la conversation se déroulait différemment. L'enquêteur n'interrompait pas et ne discutait pas. Il étalait les preuves sur la table, une après l'autre, comme des cartes dans un jeu où une partie a tous les atouts. D'abord, l'extrait GPS. On y voyait que l'automobile avait bougé cette nuit-là et s'était arrêtée près de la station-service, qui se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de l'embarcadère. Matteux réagit avec retenue, dit qu'il ne se souvenait pas, que peut-être quelqu'un d'autre avait pris la voiture. Le dossier suivant contenait des photographies du coffre, des images agrandies de microtraces de sang avec le rapport de laboratoire à côté. Il y était écrit noir sur blanc. Le profil génétique correspond à l'ADN de Sofia. Après ces mots, une pause s'installa dans la pièce. Matteux détourna le regard, mais prononça à nouveau que c'était une erreur des experts. Alors on posa sur la table les correspondances récupérées. Il n'y avait pas place pour l'ambiguïté. Aveu, rendez-vous, menace de révélation de la relation. L'enquêteur lut à voix haute plusieurs fragments et sa voix sonnait particulièrement dure parce que ce n'étaient pas des chiffres secs et des rapports, mais des mots personnels que Matteux lui-même avait écrits autrefois, et les nier était impossible. Néanmoins, il continuait à tenir bon. Il répétait que la correspondance était sortie de son contexte, que les preuves étaient mal interprétées. Sa stratégie était simple, gagner du temps et ne rien admettre, mais c'est précisément ici qu'était préparé le dernier coup. Son ami entra par la porte, celui-là même qui jusqu'alors avait confirmé son alibi. On l'assit à côté. Son visage était tendu, ses mains tremblaient. L'enquêteur le prévint directement. Faux témoignage signifie responsabilité pénale. Soit il disait la vérité, soit il se retrouverait sur le banc des accusés à côté de Matteux. Aucun ami n'est prêt à sacrifier sa propre liberté pour le secret d'autrui. Et à ce moment, la défense de Matteux s'effondra. L'ami avoua « Oui, il avait menti. Oui, il s'était mis d'accord à l'avance sur la version. En réalité, il n'avait pas vu Matteux cette nuit-là. Tous les témoignages avaient été inventés pour le soutenir dans un scandale familial. » Après ces mots, le silence se fit dans le bureau. Matteux n'avait plus de point d'appui. Ses derniers arguments, son alibi en fer, tout cela s'écroula sous ses yeux. L'enquêteur ne haussait plus la voix. Il regardait seulement directement et en silence. Et ce silence s'avéra plus lourd que n'importe quel mot. Maintenant, la situation avait complètement changé. Matteux se trouvait dans un piège dont il n'y avait pas d'issue. Les questions « Où était-il ? Ment-il ?» se fermèrent définitivement. Il ne restait à l'enquête qu'à passer à l'étape suivante. Découvrir ce qui s'était exactement passé cette nuit-là et comment les événements s'étaient déroulés du début à la fin. L'aveu de l'ami sur le faux alibi était déjà un choc en soi, mais ce n'était que le début. Les enquêteurs comprenaient qu'il pouvait avoir encore des informations qu'il cachait, craignant de s'impliquer plus profondément. Et quand il vit que le silence ne le sauverait plus, il se décida à raconter ce qu'il avait gardé pour lui jusqu'alors. Ces mots s'avérèrent être la clé de toute l'histoire. Il informa que dans la nuit de la disparition de Sofia,
Matteux l'avait vraiment appelé. Il était déjà bien après minuit et l'appel le prit par surprise. La voix à l'autre bout du fil était comme il ne l'avait jamais entendue auparavant, nerveuse, saccadée, presque hystérique. Matteux parlait de manière incohérente, mais plusieurs phrases s'imprimèrent dans sa mémoire. Ça a échappé à tout contrôle. « J'ai besoin d'aide pour résoudre, je ne peux pas m'en sortir seul. » Ces mots ne sonnaient pas comme une demande de soutien, mais comme un signal SOS. Une personne se trouvait clairement dans une situation qui menaçait son avenir. L'ami avoua qu'à ce moment-là, il ne comprit pas de quoi il s'agissait concrètement. Mais par l'intonation, il devint clair. Quelque chose de sérieux était arrivé, trop sérieux pour qu'on puisse fermer les yeux. Il demanda plusieurs fois des précisions, mais Matteux évitait les détails. L'appel dura un peu plus d'1 minute, puis la communication fut coupée. Quelque temps après, Matteux rappela 3 ou 4 tentatives d'affilée, mais il ne répondit plus. Et c'est précisément cela qui devint la raison pour laquelle le lendemain, ils convinrent de la légende. Matteux avait besoin d'une couverture, et l'ami, ne comprenant pas tout le tableau, décida d'aider. Les enquêteurs vérifièrent ce témoignage. Les données de l'opérateur cellulaire furent consultées, et tout correspondait. Dans cette même nuit, depuis le téléphone de Matteux, était vraiment parti un appel vers le numéro de son ami, exactement à l'heure indiquée. Le journal fixait la durée, 76 secondes. Après cela, il y avait vraiment plusieurs tentatives d'appel qui restèrent sans réponse. Cette précision confirma complètement les paroles du témoin et élimina les moindres doutes que la conversation avait eu lieu. Pour l'enquête, ce détail s'avéra décisif. Car si avant on pouvait dire que Matteux s'était retrouvé à l'épicentre des événements par hasard, maintenant tout semblait différent. La première chose qu'il fit après que Sofia cessa de donner des signes de vie ne fut pas un appel à l'ambulance, pas un recours à la police et pas une tentative d'expliquer la situation à sa femme. Sa première action fut un appel à son ami avec la demande d'aider à résoudre le problème. Ce comportement indiquait une compréhension complète de ce qui se passait et le désir de cacher les faits. Lors de l'interrogatoire, l'ami avoua qu'après cet appel, il ne douta pas. Matteux cachait quelque chose. Mais alors il espérait encore qu'il s'agissait de quelque querelle familiale. Et c'est pourquoi il accepta de faire de faux témoignages. Maintenant, quand les faits s'assemblèrent, il devint clair qu'il s'agissait de choses bien plus graves. Pour l'enquête, cela devint le point de non-retour. Les preuves du lieu de l'incident, les résultats des expertises, la correspondance, les virements financiers, tout cela liait déjà Matteux à Sofia. Mais l'appel à l'ami devint cet élément qui compléta le puzzle. Il montrait l'intention de cacher la vérité dès les premières minutes. Ce n'était pas simplement une participation à des événements tragiques, c'était une décision consciente d'effacer les traces. Ainsi, la question de ses intentions dans la nuit de la disparition de Sofia fut définitivement clarifiée. Les enquêteurs ne spéculaient plus sur comment il avait agi après. Ils obtinrent une confirmation directe que dès le début, il avait choisi la voie de la dissimulation. Et cela ouvrait la route à l'étape suivante, à la reconstitution complète de la séquence des événements et à la compréhension de ce qui s'était exactement passé ce soir-là, qui changea à jamais la vie de toute la famille Pina. Au moment où les enquêteurs rassemblèrent toutes les preuves, nier l'évidence devint impossible. Matteux n'avait plus d'espace de manœuvre. Son faux alibi avait été détruit par l'aveu de l'ami. Les correspondances et virements bancaires montrèrent le lien avec Sofia. L'expertise confirma la présence de ses traces dans sa voiture. Et le coup final fut qu'en premier lieu, il avait essayé de cacher ce qui s'était passé et non pas demander de l'aide. Dans une telle situation, la stratégie de négation totale ne fonctionnait plus. Et alors Matteux fit un pas qu'il n'avait pas osé faire jusqu'alors. Il se mit à parler. Ses mots n'étaient pas spontanés. On voyait qu'intérieurement, il avait préparé cette version, l'avait construite pour présenter ce qui s'était passé sous le jour voulu. Il commença par un aveu. La liaison avec Sofia existait, et la cacher n'avait plus de sens. Il dit que leur relation était compliquée.
qu'elle ne ressemblait pas à une aventure insouciante, comme cela pouvait paraître de l'extérieur. Selon ses mots, Sofia exerçait une pression sur lui, exigeait qu'il se décide et fasse un choix, rester avec sa famille ou partir pour elle. Ensuite, il passa aux événements de ce soir-là. Selon sa version, ils s'étaient rencontrés pour parler. À un moment, le dialogue monta en ton. Sofia exigeait de la clarté. Il évitait une réponse directe. Il affirme que la dispute fut vive, mais pas prolongée. Le moment clé fut son geste. Il dit qu'il l'avait repoussé, ne voulant plus entendre d'accusations. Sofia perdit l'équilibre, tomba et se cogna. C'est précisément ce moment qu'il appela un accident. Tragique, mais un accident. Il dit qu'au début, il pensa qu'elle reprendrait ses esprits. Il attendit plusieurs secondes, mais aucune réaction ne suivit. Et c'est alors, comme il l'affirmait, que la panique s'empara de lui. Selon ses mots, il ne put penser rationnellement. Sa première pensée ne fut pas comment aider Sofia, mais que tout serait découvert. L'épouse apprendrait l'infidélité, la réputation serait détruite, la famille se désintégrerait. C'est précisément cette peur qui devint, selon ses mots, la cause des actions suivantes. Il décrivit comment, dans son désarroi, il décida de transporter Sofia ailleurs. Il la mit dans l'automobile et partit vers la côte. Il choisit l'embarcadère parce qu'il savait qu'il n'y avait presque jamais personne et que personne ne le remarquerait. Ensuite, il la plaça dans un vieux bateau, calculant que tout ressemblerait à un accident. Il avoua que c'était précisément lui qui l'avait fait, mais insistait tout le temps sur le fait que la mort de Sofia n'avait pas été intentionnelle. Les enquêteurs écoutèrent attentivement, fixèrent chaque détail. Et bien que beaucoup correspondaient aux preuves trouvées, les traces de sang dans la voiture, les temps de déplacement, le lieu même, la divergence clé demeurait. Selon la version de Matteux, c'était un accident tragique. Selon la version de l'enquête, un conflit qui se termina fatalement à cause de ses actions. Cette confession devint un tournant. Elle ne fut pas complète et sincère, mais elle ferma l'une des questions les plus importantes de l'enquête. Qu'avait fait Matteux après l'incident? Maintenant, cette ligne était claire. Il admit qu'il avait essayé de cacher le fait de l'incident et de le faire passer pour un accident. Mais ces mots laissèrent à l'enquête et au tribunal une nouvelle tâche. Déterminer où se termine le hasard et où commence l'intention. C'est précisément cela qui devait être résolu déjà au procès. Quand l'enquête eut en sa possession la version complète des événements de la bouche de Matteux, l'affaire passa à la phase finale. Vérifier chacun de ces mots en pratique. L'expérience d'enquête n'est pas simplement une formalité. C'est une sorte d'examen pour le suspect, dans lequel chaque détail, chaque geste et chaque mouvement sont capables de confirmer ou de détruire complètement sa version. Il était important non seulement d'entendre, mais aussi de voir comment Matteux expliquait ses actions. Et le principal, comprendre à quel point elles s'accordaient avec les preuves déjà rassemblées dans l'affaire. Pour l'expérience, ils recréèrent toutes les conditions de cette même nuit. D'abord, la maison où se déroula la dispute. Les enquêteurs fixèrent soigneusement à partir de quel point Matteux commença à montrer la séquence. Il désigna la pièce, l'endroit concret où, selon ses mots, se produisit le conflit. Ses mouvements étaient polis, comme s'il avait répété à l'avance. Mais les observateurs ne purent s'empêcher de remarquer. Il était trop calme, pas l'ombre d'agitation, pas de tentative d'ajouter des détails. Comme si ce n'était pas des souvenirs, mais un scénario construit à l'avance. Ensuite, il démontra de quelle manière il transporta Sofia à la voiture. Pour cela, ils utilisèrent un mannequin pour que la reconstruction soit la plus réaliste possible. Matteux montra comment il la plaça sur le siège arrière, la couvrant avec sa veste. Les enquêteurs notèrent que ce moment coïncidait complètement avec ce qu'ils avaient découvert lors de l'inspection de la voiture. Traces sur le tissu et taches que les criminalistes avaient fixées auparavant. Après cela commença la deuxième partie, le voyage. Le groupe d'enquête sortit par la même route par laquelle, selon les données GPS, s'était déplacé l'automobile dans la nuit de la tragédie.
La route passait par le centre-ville, puis tournait vers la banlieue et plus loin allait vers le front de mer. Tous les arrêts, y compris la station-service, coïncidaient avec l'information extraite de l'ordinateur de bord. Même le petit détail, le fonctionnement des essuie-glaces à cette minute même où commençait la pluie, s'avéra confirmé. Cela devint une preuve indirecte que la voiture avait vraiment été utilisée précisément dans cet intervalle de temps dont parlait Matteux. L'apogée de l'expérience fut l'embarcadère. L'atmosphère y était tendue, le bateau vide, l'eau, le port silencieux, tout cela pesait sur les participants. Matteux montra comment lui, selon ses mots, décida de se débarrasser de Sophia. Il démontra de quelle manière il la transporta dans le bateau, comment il poussa l'embarcation dans l'eau et la laissa dériver. Les enquêteurs observèrent attentivement, comparant ses actions avec ce qu'ils avaient découvert dans la réalité. Et le tableau coïncidait. Chaque mouvement, chaque itinéraire et chaque détail s'inscrivait dans la logique générale de l'affaire. Néanmoins, les observateurs ne purent s'empêcher de noter. Dans ces actions se ressentait une séquence froide. Tout semblait trop réfléchi pour être le résultat de la panique. Cela ne ressemblait pas à un homme qui se trouvait en état de choc. Au contraire, c'était à les pas de quelqu'un qui construisait soigneusement une stratégie. Et c'est précisément ce moment qui ajouta encore plus de gravité à l'affaire. La reconstitution montra que la version de Matteux était physiquement possible. De plus, elle coïncidait complètement avec les preuves. Empreintes, traces de sang, journaux GPS et virements bancaires. Mais en même temps, elle révéla une contradiction interne. Les mots sur le hasard ne s'accordaient pas avec l'organisation extrême de ses actions. Ce n'était plus un acte de panique, mais une dissimulation méthodique. Quand l'expérience se termina, l'enquête n'avait plus de doute. Toutes les lignes convergèrent en un point. La version de Matteux fut vérifiée et considérée comme plausible dans les détails, mais précisément ces détails prouvèrent à sa culpabilité. L'affaire était définitivement prête à être transmise au tribunal. Il ne restait qu'une chose, qualifier les actes et déterminer quelle punition recevrait la personne dont les actions détruisirent la vie de plusieurs personnes à la fois. Quand les matériaux de l'affaire furent rassemblés et systématisés, arriva le moment qu'attendaient tous, l'audience judiciaire. C'est précisément ici, dans la salle du tribunal, que l'histoire cesse définitivement d'être une version d'enquête et devient un fait juridique. L'atmosphère était tendue, même oppressante. Au centre se trouvait la figure de Matteux. Il était assis dans la salle, extérieurement essayant de garder son calme, mais chacun de ses gestes, chaque mouvement trahissait la tension nerveuse. Sur son visage semblait s'être figée l'expression d'un homme condamné qui comprend. Maintenant, son destin est entre les mains du jury et du juge. Le processus commença par la position de l'accusation. Le procureur construisit le tableau de manière que chaque preuve devienne une brique dans le mur monolithique de la culpabilité. Il parla du mensonge, du faux alibi, des données GPS qui détruisirent l'histoire de Matteux, des traces de sang trouvées dans la voiture qui correspondaient à l'ADN de Sophia. Ensuite résonna la correspondance, le tissu vivant de leur relation, dans laquelle on pouvait retracer à la fois la liaison et le conflit grandissant. Le procureur insistait. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat de relations tendues et d'actions conscientes. Mais la défense choisit une tactique différente. L'avocat de Matteux essaya de transmettre au tribunal l'idée d'un hasard tragique. Il construisit son discours autour du fait que le conflit avait pu mener à une poussée non intentionnelle et les conséquences de cela effrayèrent l'accusé. L'accent principal était mis sur son état. Panique, désarroi, peur de la révélation. Oui, il cacha ce qui s'était passé, mais il le fit par terreur, pas par calcul froid. C'est précisément sur cela qu'insistait le défenseur. La salle écouta les deux parties et la tension montait. D'un côté, devant tous se dressaient les faits irréfutables, le mensonge, les traces, les virements d'argent, les itinéraires. De l'autre, le facteur humain,
la faiblesse, l'indécision, la panique. Le tribunal devait déterminer comment ces deux visions des événements se rapportaient à la lettre de la loi. Un épisode important fut l'intervention de l'ami de Matteux, qui, comme nous nous en souvenons, lui avait initialement fourni un faux alibi. Au tribunal, il raconta tout tel que c'était, sur l'appel nocturne, sur la demande d'aider à cacher les traces, sur comment lui-même s'était retrouvé entraîné dans cette histoire. Le tribunal perçut sa confession comme la preuve d'un rôle secondaire, et c'est précisément cela qui le sauva d'une privation réelle de liberté. Quand le processus approcha de sa fin, arriva le moment qu'attendaient tous, la lecture du verdict. Le juge, ayant écouté tous les arguments, déclara Matteux coupable de causer la mort par négligence ainsi que de dissimulation intentionnelle des traces. Ces actions furent qualifiées comme un crime grave, mais sans le signe d'homicide prémédité. La sentence résonna comme un point final. 8 années de privation de liberté dans un établissement correctionnel. Son ami reçut une peine avec sursis, une punition symbolique qui reflétait sa participation, mais reconnaissait aussi le fait de sa coopération avec l'enquête. Avec cette sentence, l'histoire sembla se terminer. Mais dans l'air resta un sédiment. La justice s'était accomplie sous la forme que détermina le tribunal, mais la sensation de clarté complète ne vint jamais, car derrière les formules sèches, par négligence et dissimulation, se cachait un drame humain dans lequel il était déjà impossible de faire revenir le temps en arrière. Il ne restait qu'une chose devant, la vie après le procès, la vie avec cette sentence, la vie divisée en avant et après. Quand le tribunal prononça le dernier mot et que les journalistes dirigèrent leur attention vers de nouveaux scandales, il semblait que l'histoire était arrivée à sa fin. Mais pour ceux qui y étaient vraiment impliqués, aucune fin n'arriva. La sentence et les lignes sèches du procès verbal ne firent que mettre un point à l'affaire pénale. Pour les vivants, tout ne faisait que commencer. Helena, encore récemment épouse d'un homme respecté dans la région, se trouvait maintenant au centre d'une attention minutieuse. Dans ses yeux, fatigués et éteints, comme si la culpabilité s'était figée, bien qu'officiellement personne ne l'accusait de rien, elle ne pouvait plus rester aux côtés d'une personne dont le nom était devenu symbole de trahison et de tragédie. Déposant les documents de divorce, elle quitta la maison où chaque coin lui rappelait le mensonge qu'elle avait involontairement partagé. Au début, il sembla aux voisins que le divorce n'était qu'une formalité, une tentative de se démarquer du scandale. Mais il devint vite clair, sa vie était détruite, pas moins que la vie de ceux qui avaient perdu Sophia. La maison de la famille Pina fut vendue presque immédiatement. En elle ne résonnait plus de voix, ne claquait plus de portes, ne s'entendait plus le bourdonnement habituel des détails domestiques. La maison comme mourut, et puis ses murs passèrent à de nouveaux propriétaires qui longtemps essayèrent de ne pas raconter où ils vivaient. Les voisins, quand ils passaient devant, jetèrent des regards en coin et chaque fois revenait en tête « c'est cette maison-là ». Le logement devint non seulement un lieu, mais un symbole silencieux de comment le quotidien peut en un instant se transformer en cauchemar. La famille de Sophia vivait dans l'ombre de la perte. Les parents comme vieillirent d'une dizaine d'années. Leur parole devint lente, dans les mouvements apparus de la raideur. Ceux qui les connaissaient avant remarquaient la vie comme était partie de leurs yeux. Oui, ils continuèrent d'exister. Ils se levèrent le matin, allaient au magasin, accomplissaient les rituels habituels. Mais tout cela était une coquille vide. À l'intérieur, ne restait qu'un trou béant. Pour eux, l'histoire ne fut jamais à propos de tribunal, de loi ou de justice. Elle fut à propos de la fille qui n'est plus et qu'ils ne pourraient plus embrasser, entendre sa voix, sentir sa présence. Leur deuil devint éternel. Il ne se manifestait pas en cris ou émotions tumultueuses. C'était le silence, sourd et oppressant. Silence qui donnait des frissons à ceux qui venaient exprimer leurs condoléances. Dans leur maison, on n'allumait plus de musique,
on ne se rassemblait plus à table en grande compagnie. La vie se réduisit au minimum. Ils vivaient non pas pour eux-mêmes, mais comme en automatique. Les voisins et connaissances discutèrent de ce qui s'était passé encore de longues années. Dans les rues de la ville ne s'apaisaient pas les conversations. Quelqu'un plaignait Elena, voyant en elle une victime qui s'était trouvée aux côtés d'un monstre. Quelqu'un, au contraire, la considérait comme complice, bien que passive. Les opinions se divisèrent, mais une chose unissait tous. Cette histoire se grava dans la mémoire collective. Quand on parlait d'affaires retentissantes, le nom de Sofia résonnait invariablement. Sa vie et sa mort devinrent partie du folklore local, une légende terrible qui se transmettait de bouche à oreille, confondant les détails, ajoutant de nouvelles rumeurs, mais conservant l'essentiel. Le sentiment d'horreur devant le fait que quelque chose de semblable pouvait arriver à chacun. Et si on regarde plus largement, l'histoire de Matteux et Sofia se transforma en rappel évident. Les tragédies arrivent rarement soudainement. Le plus souvent, elles grandissent à partir de petites choses, du non-dit, de la tromperie, du désir de sauver la face à tout prix. Virements secrets, rencontres cachées, correspondances qu'on essayait d'effacer, tout cela était de minuscules pas vers l'abîme. Chaque pas semblait insignifiant, mais ensemble, ils formèrent un sentier par lequel Matteux allait à la rencontre de la catastrophe. Le tribunal le déclara coupable, mit le sceau sur l'affaire et prononça la sentence. Mais la justice, ce ne sont que des lettres froides de la loi, et le prix humain est toujours bien plus élevé. Destin détruit, famille, maison, rue, tout cela restera avec ceux qui se trouvèrent à côté pour toujours. Et peut-être, le plus lourd dans cette histoire, c'est la prise de conscience que tout aurait pu être différent. S'il avait avoué plus tôt, si elle ne lui avait pas fait confiance, si quelqu'un s'était trouvé prêt qui aurait arrêté cette chaîne. Mais la vie ne tolère pas le conditionnel. Elle ne laisse que les conséquences. Cette histoire devint symbole du fait que le mensonge et la faiblesse peuvent être bien plus destructeurs que n'importe quelle intention malveillante. Parce qu'on peut prédire l'intention, mais pas la faiblesse. Elle pousse imperceptiblement dans les fissures des relations et tôt ou tard brise tout autour. Et voilà pourquoi, même quand le tribunal ferma l'affaire depuis longtemps, son ombre resta. Dans la mémoire des gens, dans les destins des familles, dans chaque pas sur cette rue où se dressait la maison de la famille Pina. L'histoire se termina sur le papier, mais dans la réalité, elle continue de vivre, comme rappel qu'il faut toujours payer pour le mensonge, et parfois au prix le plus terrible.